Des solutions très concrètes et adaptées au territoire. Cette COP, départementale qui vient s'adosser à ce sommet montagneux durable, c'est la démonstration que les territoires n'entendent pas, rester passifs malgré, des annonces et un système, on va dire, planétaire qui est totalement déréglé. Un exemple, concret, le tourisme, on le sait, est absolument déterminant dans nos vallées alpines. Il va falloir construire un tourisme différent demain. Construire un tourisme différent demain, c'est regarder quels sont les, les indicateurs et les leviers d'action les plus pertinents pour limiter ce changement climatique. Alors certes, ce n'est pas les territoires de montagne qui vont changer la trajectoire planétaire. Pour autant, je pense que pour vivre dignement dans nos montagnes et en conforter l'habitabilité, il faut qu'on prenne un certain nombre de décisions courageuses. Décision, c'est pas celle de dire on abandonne le tourisme. Le tourisme nous fait vivre. Pour autant, il va falloir le pratiquer différemment. Je reprends l'exemple des transports. On sait que 80-90%, parfois 95% du bilan carbone d'une station est souvent lié au poste de déplacement. Et on voit à quel point nos stations, nos vallées, nos sites montagnards ont encore du retard sur le développement de ces transports collectifs et notamment du mode ferroviaire. Donc c'est aussi l'occasion, ce type d'événement, de sensibiliser. Et là, j'en suis sûr, de faire vraiment cordée commune, qu'on soit représentant de l'État, parlementaire ou bien élu local, pour dire attention, quand on vous demande du transport collectif, quand on vous demande, ok, c'est pour nos habitants, mais c'est aussi pour sauver cette économie dont nous dépendons. Je crois que la transition, c'est aussi cela. Et puis, il y a un aspect de transition sociale et de gouvernance qu'il faut aborder. Et je pense que ça, c'est assez déterminant. Les choix qu'on va devoir faire ici, dans notre zone de montagne, vont être des choix parfois difficiles. Il faut qu'ils soient donc acceptés pour pouvoir passer le cap de la population et d'une réaction positive. Il faut donc raccourcir la séquence entre l'expertise, la science et ce qu'on sait devoir faire en termes de solutions et la prise de décision publique. Et ce type de réunion, c'est pas l'antépénultième réunion où on se dit ah bah tiens, le GIEC nous a dit que l'augmentation des températures allait être de temps en telle année. C'est véritablement aussi essayer de se fixer une trajectoire commune et puis de faire un peu front. C'est la raison pour laquelle moi je crois qu'il faut gommer les différences qui peuvent parfois exister entre services, entre collectivités, entre différents acteurs. Les gens qui sont là sont tous convaincus de la nécessité d'une action forte et déterminée. Par contre, il nous faut construire un dialogue et une manière d'avancer en commun qui permettent d'équilibrer les plateaux entre l'économique, le social et l'environnemental. Oui, l'environnemental est une priorité, mais pour passer, il faut qu'on arrive effectivement à emmener nos acteurs économiques et sociaux vers ces grands objectifs. Et je crois que c'est quand même l'intérêt de parler ensemble et de discuter de ces objectifs, de les mettre à plat. On est dans un monde et une société où tout est vite clivé. Ces réunions sont l'occasion quand même d'essayer d'apaiser et de fixer un certain nombre d'objectifs communs. Alors après, en les déclinant de manière très précise. J'ai pris l'exemple des transports, on pourrait prendre également l'exemple de la gestion des espaces d'altitude avec l'objectivation qui doit être portée sur la fréquentation. On a dit ces dernières années à peu près tout et n'importe quoi sur la fréquentation de la haute montagne, sur la fréquentation des vallées. Là aussi, on s'est objectivé. Il y a des secteurs sur lesquels il y a beaucoup de monde, il y en a d'autres sur lesquels il y en a beaucoup moins. Alors globalement, la première chose, c'est de mieux connaître la réalité des flux et des fréquentations. On le sait, et globalement, ici dans la vallée de Chamonix, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que tout ce qui est lié à notre tourisme de séjour, on a une fréquentation qui est quasiment étale. Ce qui nous fait parfois déborder, c'est la fréquentation en fond de vallée qui est liée à ce qu'on appelle les excursionnistes. Et donc, c'est les mécanismes de régulation qui doivent être portés à cette échelle-là. Après, sur les sites en eux-mêmes, effectivement, il y a des phénomènes de répartition qui doivent être mieux travaillés. Il y a parfois aussi des anticipations dans la saison. Et ça concerne également le monde de la montagne et de l'alpinisme. Ça peut vouloir dire ouvrir en anticipé, ça peut vouloir dire aussi concevoir différemment la remontée mécanique. La remontée mécanique qui doit voir le jour maintenant dans un peu plus d'un an sur le secteur des Grands Montets est ainsi conçue pour changer les méthodes de maintenance et les réduire. Ça veut dire avoir plutôt un lissage tout au long de l'année des moments d'ouverture.
et venir peut-être justement en substitution et ne pas créer de points de fixation trop importants. Ça, c'est vrai que c'est une des difficultés que nous avons. Et puis, effectivement, on se pose les questions de la capacité maximale de ces sites. Moi, depuis 15 ans, je n'ai pas mis en œuvre d'opérations d'hébergement touristique importantes sur la commune. C'est à dessein. C'est dire non, on a ce qu'il faut. On est à satiété. J'aime bien ce mot de satiété. On considère qu'il ne faut pas aller au-delà, que ce soit en matière d'augmentation du nombre de remontées mécaniques ou bien d'augmentation de la capacité d'hébergement. Il y a un exemple, hein, ici dans la vallée de Chamonix, on a été plusieurs communes et Chamonix a donné l'exemple sur ce sujet pour limiter la mise à disposition des terrains nouvellement constructibles pour faire de la résidence secondaire. On applique la nouvelle loi Le Meur et Chanis, novembre 2024, dans la difficulté. Hein, c'est pas de gaieté de cœur et c'est pas facile. Pour autant, on le fait, qui conserve la quasi-totalité des terrains restants à construire pour l'habitat permanent. C'est ce type de choix, c'est ce type de mesure. À titre collectif, on est persuadé que ce sont des bonnes mesures et je pense que la population également est dans cet état d'esprit. Pour autant, quand on est individu et concerné par des terrains ou par une moindre valorisation foncière ou par des choses qui touchent directement aux recettes d'une personne ou aux revenus d'une personne, effectivement, ça pose des difficultés. Et cette période de transition est une période de transition qui a des impacts sur la population, a des impacts sociaux. Il ne faut pas les minorer. C'est donc avec une responsabilité évidente et parfois un petit peu solennelle que les décisions doivent être prises. C'est pas un moment léger, mais c'est un moment malheureusement, je crois, indispensable dans l'évolution de nos territoires. On a beaucoup de choses à faire et je suis optimiste quand je vois la capacité qu'ont experts et scientifiques à proposer des éléments de solution. Demain ne sera pas fait comme hier, c'est évident. On aura une biodiversité différente, on aura des paysages différents. Les glaciers auront en partie disparu. Pour autant, ça ne veut pas dire que nos montagnes n'existeront plus et ça ne veut pas dire qu'elles seront plus attractives. Après, effectivement, il y a certains éléments de l'habitabilité qu'il faut revoir, qu'on parle de risque naturel ou qu'on parle parfois tout simplement également du caractère social de l'habitabilité, ce caractère social auquel on est très attaché ici à Chamonix parce qu'on ne peut pas imaginer une vallée qui vit sans ses habitants. Cette année, effectivement, on a augmenté la fréquence grâce à l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au soutien de la SNCF de notre outil ferroviaire, le Mont-Blanc Express. Et les résultats, effectivement, ont été conformes à l'attente et aux prévisions, c'est-à-dire qu'on a explosé les chiffres en termes de fréquentation. On a passé le million de personnes transportées sur cette ligne, donc qui devient maintenant une ligne, même si le train est petit, mais ça devient une ligne très importante du TER Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a besoin du soutien continu de la région pour augmenter encore, parce qu'on a encore une marche qu'on peut passer. Rapidement, c'est celle de mettre en place ce qu'on appelle des unités doubles, c'est-à-dire que tout simplement on accouple de rames et ça double simplement la capacité avec la même fréquence. On attend vraiment ça, puis alors après il y a d'autres caps évidemment qu'on va espérer passer dans les prochaines années avec des investissements complémentaires. Là, on se bat pour avoir de l'investissement complémentaire pour augmenter les capacités également électriques, parce que si on veut plus de trains, il faut plus d'électricité, et si on veut plus d'électricité, il faut des investissements qui sont relativement lourds. Mais ça marche. Nos habitants demandent cela, nos hôtes demandent cela. Et on va mettre ça en place en plus avec un système quand même qui est un système qui se veut le plus possible en phase avec la qualité de nos paysages, qui limitera un peu plus l'usage de la voiture individuelle. Si on a un transport collectif massif, eh bien effectivement, on peut être un peu plus limitant sur les politiques de stationnement ou sur les politiques de transport individuel. Ça aussi, c'est un point qui est important. Faire beaucoup de pédagogie, mais on est persuadé que c'est comme ça qu'on y arrivera, parce que sinon on va être saturé. Et une saturation dans une vallée alpine, c'est une saturation qui apporte plein de problèmes, y compris sur les éléments de qualité de l'air et de qualité de vie. Oui,
Oui, mais moi, quand je regarde par rapport à un certain nombre de chiffres, en fait, en gros, ce qu'on constate, c'est que le trafic interne à la vallée, il est stable, voire en légère décroissance. C'est le trafic externe qui provient notamment du phénomène excursionniste qui peut nous poser problème. Et là, il faudra qu'on travaille aussi avec l'État sur des mesures éventuelles de régulation, mais on aura besoin de leur soutien pour y parvenir. Ouais, c'est une bataille parce que le contexte budgétaire, est bien connu pour, à la fois l'État et les collectivités. C'est la raison pour laquelle il faut véritablement, trouver l'ensemble des motifs. Le motif économique, il est aussi absolument déterminant. On l'a pas assez mis en avant. Oui, évidemment, la transition est une transition écologique et environnementale, mais c'est aussi une transition de notre économie. Est-ce qu'on veut demain, le tourisme est quand même l'un des moteurs économiques les plus importants encore dans ce pays. Et si on ne veut pas perdre ce tourisme, il faut que l'attractivité de nos sites soit maintenue. Et l'attractivité, notamment pour tous les sites de montagne, passe par un changement radical du mode de déplacement. Vous regardez nos voisins suisses, l'avantage qu'ils ont pris, c'est un avantage concurrentiel qui est assez significatif, avec un réseau ferroviaire vraiment très, très, très déployé, avec un cadencement à 30 ou à 20 minutes sur tous les sites de Suisse. C'est juste sidérant ça, parce que du coup, on peut se déplacer sur un plan touriste. Un touriste se déplace en Suisse uniquement grâce au train. Et son bilan carbone est complètement changé. Et demain, les destinations se poseront ces questions-là. Nous la posons actuellement. Actuellement, je ne vais pas stigmatiser, mais on sait qu'un touriste long courrier a un poids carbone entre 20 et 25 fois supérieur à un touriste qu'on va chercher dans la proximité des 2 à 3 heures autour de Chamonix. 20 à 25 fois supérieur. Il est assez logique que dans les prochaines décisions qu'on prenne, non seulement on ne prospecte pas, mais peut-être qu'on trouve des mécanismes qui diront carrément, ça c'est des marchés qui vont plus. Il faut donc qu'on change un peu le paradigme. C'est pas simplement le déplacement dans la vallée qu'il faut améliorer, c'est le déplacement vers la vallée. Et effectivement, le retard pris, par exemple, sur la ligne ferroviaire entre Saint-Gervais et La Roche-sur-Foron, pénalise toutes les stations et tous les sites touristiques du nord de la Haute-Savoie. Il faut vraiment être conscient de ça. Et donc, c'est plusieurs centaines de milliers de lits touristiques qui sont pénalisés. C'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui seront à court ou moyen terme, euh, moins attractifs et moins susceptibles d'être conservés. Et effectivement, la problématique de la qualité de l'air, et je rappelle on se dirige avec la mise en place de la nouvelle directive européenne vers un changement des seuils, hein, et donc un effet là aussi pédagogique qui va être assez terrible, parce que les territoires qui étaient péniblement revenus dans le vert, vous vous souvenez ces couleurs qu'on affiche régulièrement avec les seuils existants, comme on change le thermomètre et que le thermomètre va être plus exigeant, eh bien ils vont repasser rapidement dans le rouge. Alors, effectivement, toutes les grandes agglomérations et tous les sites quasiment de Rhône-Alpes vont le faire. Mais c'est pas quand on vient à la montagne, c'est pour avoir un air de qualité. Donc là aussi, c'est une de nos priorités. Alors, il est un peu tôt pour porter bilan. L'une des choses qui est déjà très positive, c'est que nous avons maintenant une meilleure connaissance de la réalité du phénomène, qui est effectivement très très important. On a aussi une meilleure connaissance ouais, du parc et des propriétaires, monopropriétaires ou multipropriétaires. Hein, vous vous souvenez que notre insistance à réglementer portait notamment pour limiter les phénomènes de multipropriétaires qui là n'étaient, enfin de propriétaires qui avaient vraiment plusieurs biens et qui n'étaient pas là pour un complément de ressources ou de retraite, mais qui étaient là uniquement pour un profit, une spéculation immobilière qui non seulement privait la vallée de logements permanents, mais en plus risquait d'hypothéquer à long terme le parc de ces logements. Et ça, on commence vraiment à le mieux connaître. Globalement, la mesure a été, je crois, bien ressentie. Elle donne lieu à un complément. Maintenant, on est dans la dernière phase d'enregistrement des propriétaires. J'espère vivement aussi qu'on pourra le rapporter à ces propriétaires
des éléments qu'ils jugeront comme étant positifs en termes de contrepartie, hein, notamment par rapport à des services qui sont développés par notre carte d'hôte, avec, comme je le disais, des éléments de gratuité, par exemple, ou pas de gratuité, mais en tout état de cause, de circulation à moindre coût sur les transports collectifs, d'ouverture des services publics à destination également de leurs hôtes. L'idée, c'est pas de stigmatiser, hein, c'est véritablement de trouver les meilleurs équilibres possibles. Quand on a, comme à Chamonix, plus de 3000 biens qui sont mis sur les plateformes, sur 13 000 biens au total, on voit à quel point il est nécessaire non pas d'interdire, mais de réguler et de revenir à la forme initiale de ce que devait être cette plateforme d'intermédiation, c'est-à-dire un complément de revenus et non pas un outil de spéculation. Nous l'espérons vivement. Il y a encore un petit peu d'effort à faire sur le plan d'un meilleur lien entre la fiscalité, effectivement, et le logement permanent, hein. On a des propositions là aussi à faire sur ces sujets-là, parce qu'il y a encore un peu de rigidité. Et il faut aussi lier la transition et la rénovation énergétique des bâtiments à ce problème. Nous proposons par exemple, nous, que on puisse trouver des systèmes de défiscalisation pour des propriétaires qui s'engageraient vers des rénovations énergétiques. On entend parler maintenant de la remise en cause d'un certain nombre de primes d'État. Une des possibilités pourrait être de travailler à une échelle locale avec, pourquoi pas, des exonérations de taxes, hein, qui pourraient porter quand le propriétaire, qu'il soit résident principal ou secondaire, s'engage en matière de rénovation thermique de son bâtiment, parce que là aussi, c'est un point déterminant en matière à la fois d'énergie, de maîtrise de l'énergie et de qualité de l'air.